Et bienvenue à cette session du printemps de l'économie consacrée à la guerre économique et la guerre peut-être tout court entre la Chine et les États-Unis. Je précise, avant de rentrer dans le vif du sujet, que si vous voulez poser des questions, il faut le faire. Et c'est très facile, vous allez sur le site du Printemps de l'économie, il y a une fenêtre chat, et je recevrai les questions par WhatsApp. Et normalement, ça marche très bien. Nous aurons, j'espère, une grande partie consacrée à ce débat. Alors, elle avait commencé feutrée, avec du soja, de l'aluminium, et puis elle éclate au grand jour avec les téléphones et les puces électroniques, au point de devenir le symbole de l'affrontement entre l'aigle américain et le dragon chinois. Alors, comment en est-on arrivé là après des décennies d'alliance? Quel est l'état des forces en présence? Quelles peuvent être les conséquences de cet affrontement sur la croissance mondiale et puis sur l'innovation et aussi sur la mondialisation du commerce et de l'industrie? L'Europe est-elle condamnée à choisir entre atlantisme et neutralité, entre cette guerre qui maintenant dit son nom, entre les États-Unis et la Chine? Autant de questions dont nous allons débattre cet après-midi avec nos invités, que je vous présente maintenant. À côté de moi, Michel Fouquin, vous êtes conseiller au CEPI, le Centre d'études et de prospective d'information internationale. Marie-Françoise Renard, vous êtes professeure d'université à Clermont-Auvergne. Et puis, Jean-François Dufour, vous êtes directeur de DCA Chine Analyse. Alors, je vais commencer par vous, Michel Fouquin. Donc, je disais, vous êtes conseiller au CEPI, vous êtes un spécialiste de l'Asie et de la Chine. Alors, Chine et Amérique ont été les deux grands gagnants de la mondialisation depuis, on va dire, les années 90, avec une accélération à partir des années 2000. Et puis, patatras, tout d'un coup, c'est l'affrontement qui arrive. Alors, dites-nous un peu, en guise d'introduction, à quel moment, finalement, ça a basculé, c'est-à-dire que les intérêts des Chinois et des Américains ont commencé à diverger. Et est-ce que c'est la technologie qui a provoqué ce divorce? Beaucoup de questions que vous me demandez d'aborder là. Alors, je commencerai simplement par dire 2001. La Chine adhère à l'OMC. Et ça, c'est très important parce que pour le monde, ça veut dire que la Chine communiste accepte de jouer les règles du commerce international selon les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Donc, c'est l'espérance, pour beaucoup, de voir la Chine petit à petit s'engager dans la voie de la libéralisation économique, mais peut-être aussi en filigrane politique, admettre les règles du jeu international. Et la Chine en a très bien profité, puisqu'elle est passée de moins de 1% du commerce mondial à près de 14-15% aujourd'hui. Donc elle a fait un pas gigantesque dans la modernisation, l'industrialisation, etc. Donc la Chine est un gagnant de la mondialisation telle qu'elle est organisée par l'OMC. Deuxième aspect du problème, c'est qu'au bout d'un certain temps, l'expansion chinoise pose problème parce qu'il y a un déficit commercial colossal entre la Chine et une grande partie du reste du monde, notamment les États-Unis et l'Europe. Et donc, on commence à s'inquiéter parce que la Chine prend de plus en plus de place et il y a ce déséquilibre commercial qui est énorme. Et du coup, Obama va commencer à penser qu'il est temps pour les États-Unis de s'intéresser de près à ce qui se passe en Asie et d'essayer d'organiser les pays d'Asie hors Chine dans une espèce d'accord de libre-échange, qui ne dit pas son nom tout à fait. Et donc, on commence à voir les États-Unis, dès Obama, commencer à montrer qu'il se pose des questions quand même sur le comportement chinois, qui n'est pas tout à fait ce qui devrait être, notamment en matière de taux de change. Et puis, il commence à y avoir aussi un contexte géopolitique un peu plus tendu, avec peut-être Taïwan, avec d'autres sources potentielles de conflits. Taïwan, c'est un problème permanent. Et le problème, c'est que ça devient de pire en pire ces derniers temps, mais c'est un problème permanent. Il y a d'autres problèmes qui sont le fait que, tout d'un coup, la Chine va sortir
d'une attitude relativement humble et modérée et passant un peu sous les radars, à une affirmation avec l'arrivée de Xi Jinping, hein, et ça je pense que mes collègues en parleront beaucoup mieux que moi, avec l'arrivée de Xi Jinping, tout d'un coup, la Chine s'affirme. Et elle s'affirme pas du tout dans l'idée qu'elle va se couler dans le moule occidental, mais comme un autre modèle de société. Alors, on peut en discuter, hein, ils ont le droit d'avoir cette ambition, mais du coup, ça heurte les pays occidentaux. Et notamment, on s'aperçoit que dans les objectifs chinois, il y a des objectifs de devenir un leader technologique. Alors, à l'horizon de 10 ans, à l'horizon de 20 ans, bon, il faut du temps. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est que la Chine change de position environ en 2013. Ce n'est plus l'usine du monde, c'est devenu peut-être un des nouveaux leaders du monde et à long terme, le leader du monde. Et donc, à partir de ce moment-là, les enjeux sont très différents. La Chine apparaît, et là, mes collègues vont en parler après moi, c'est que la Chine, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'elle est capable non seulement de faire de l'assemblage du textile, de faire de l'assemblage automobile, mais d'inventer et d'être à l'avant-garde de certaines technologies. Pas de toutes, mais de certaines technologies. Et donc, du coup, ça pose un problème. Et Trump arrive, et lui, il décide multilatéralisme, j'oublie, et je vais m'attaquer à la Chine frontalement, et je vais essayer de faire plier les Chinois. Et donc, je passe sur les détails, mais les taxes sur 300 milliards d'exportations chinoises à 30%, des limitations sur certains produits, et puis surtout, on commence, depuis le mois d'août 2020, hein, depuis la pandémie, tout d'un coup, on va exclure un certain nombre d'entreprises chinoises, d'une part des États-Unis, d'autre part, on va exclure de faire des affaires avec certaines entreprises chinoises et surtout de leur vendre certaines technologies. Donc il y a tout d'un coup, les États-Unis veulent un découplage. Hein, c'est fini l'intégration de la Chine dans l'économie mondiale. Il faut construire des frontières pour l'empêcher de se développer. Donc finalement, il y a à la fois une inquiétude macroéconomique sur les déséquilibres du commerce mondial. Il y a l'arrivée d'un homme fort, autoritaire et qui s'affirme, qui est Xi Jinping. Et puis cette montée en puissance de la technologie qui vient finalement un peu après, quoi, en quelque sorte. Oui, en plus, c'est une technologie qui est, de façon évidente, il y a une grande partie qui vient des États-Unis. En termes de composants électroniques, je veux dire, la Chine est encore, pour un certain temps, très dépendante des États-Unis. Hein, et donc, la 5G de Huawei, si on lui enlevait toute la partie input américain, je pense qu'elle ne fonctionnerait pas. Voilà, c'est ça. Un spécialiste. Bien sûr. Donc on va y revenir. On a tout ce qu'il faut sur ce plateau. Marie-Françoise Renard, donc vous êtes économiste également. Vous êtes professeure à l'université Clermont-Auvergne. Vous êtes spécialisée en Chine. Vous avez écrit des livres sur l'économie chinoise. Et alors, vous me disiez quand on préparait cette émission que ça vous faisait un peu penser, sous certains aspects, à la grande peur des années 80. Alors les plus anciens se souviennent. Où on pensait que le Japon allait dépasser les États-Unis, ce qui était quand même incroyable. Et il y a eu finalement ce même réflexe. Mais là, on change quand même d'échelle, non ? Oui, tout à fait. Quand on regarde certains discours de Ronald Reagan, par exemple, on retrouve des phrases qui ont été citées par les diplomates américains vis-à-vis de la Chine. Voilà. Il y a une désindustrialisation des États-Unis en raison de la concurrence du Japon qui nous fait une concurrence déloyale. Donc, on va prendre des mesures protectionnistes. Mais le Japon est un petit pays et ne risquait pas de mettre en péril l'hégémonie des États-Unis. Ce qui se passe avec la Chine, c'est que la Chine risque de mettre en péril l'hégémonie américaine sur des questions qui sont stratégiques. Parce que, comme l'a dit Michel, tant que c'était de fabriquer du textile, c'était pas grave. Et je crois qu'au départ, quand la Chine a adhéré à l'OMC, par exemple, les Occidentaux ont eu certains, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de débats sur ce sujet, certains ont pensé que finalement, puisqu'il y avait une ouverture commerciale, il y aurait une démocratisation. Ce qui est curieux parce que le capitalisme s'accommode très bien des dictatures, des régimes autoritaires, etc. Mais c'était l'idée que finalement, le modèle américain
allait dominer le monde et on avait l'impression à ce moment-là que la Chine allait petit à petit se conformer aux normes occidentales. C'est ce qu'on a appelé le consensus de Washington, quoi. C'est un peu l'idée que... Non, pas tout à fait, parce que la Chine n'a jamais suivi le consensus de Washington. Oui. Certains ont parlé de consensus de Pékin, qui n'existe pas vraiment, mais la Chine n'a jamais suivi le consensus de Washington, hein, pas du tout. Elle n'a pas pris du tout. Et c'était quand même cette idée que la libéralisation de l'économie aboutit à la libéralisation politique. C'est ça. On peut dire que, voilà, on pensait qu'il y aurait une évolution du régime politique chinois vers plus de démocratie. Et comme l'a dit Michel aussi, la stratégie de Deng Xiaoping et de certains de ses successeurs était un peu de faire profil bas. C'est-à-dire, on s'ouvre sur l'extérieur, on continue notre chemin, mais on n'en parle pas forcément, on ne dit rien. Et Xi Jinping a complètement changé. Lui, il est arrivé aussi, parce qu'il est différent, mais aussi parce que c'était un autre stade de l'économie, il est arrivé avec une position très offensive et il a joué sur le nationalisme chinois. On va se venger, entre guillemets, des humiliations qu'on a connues au XIXe siècle. La Chine a été une très grande puissance. Elle redevient une très grande puissance, qui est un discours qui a évidemment beaucoup de succès en Chine. Donc, on a eu un changement de discours au plan national. Et puis, la Chine a été obligée de monter en gamme. Il y a un moment où, quand les pays se développent économiquement, il faut qu'ils montent en gamme dans leur production, dans la technologie, et qu'ils orientent leur production vers le marché intérieur qui développe la consommation. Donc on avait une évolution du modèle économique. Alors je crois qu'il faut dire que la Chine n'a jamais essayé de rendre le monde entier marxiste ou léniniste. Hein. C'est pas son problème. On n'est pas dans une situation où on veut faire de l'idéologie, etc. C'est pas l'URSS, quoi. Pas du tout. C'est pas la question. La position de la Chine, c'est que elle considère que du point de vue interne, de son économie interne, elle n'a pas nécessairement beaucoup de choix. Il faut qu'elle améliore son niveau technologique et qu'elle soit moins dépendante de l'extérieur. Parce qu'à différentes reprises, on voit bien les problèmes que peuvent poser la dépendance. Alors, quand Trump est arrivé au pouvoir, il a était un peu dans la lignée de ses prédécesseurs en disant il faut quand même se méfier de la Chine. Mais au début, c'était un discours assez pacifique. C'était Xi Jinping gère très bien les choses. Même au début de la crise sanitaire, il a dit Xi Jinping gère très bien les choses, etc. Mais il y avait quand même un problème. Deux choses, à mon avis, qui ont accentué ça, au-delà du déficit commercial. Ça a été l'annonce du plan Made in China 2025. Et puis, cette volonté, cette affirmation de Xi Jinping d'avoir une influence dans le monde entier. Au début, ça a été les routes de la soie. Les routes de la soie qui, finalement, n'ont pas donné tous les résultats attendus, mais la Chine essaye de construire cette assurance d'avoir de l'impact sur les routes de la soie avec sa monnaie digitale. Elle va essayer sur d'autres plans. Et puis, Trump est rentré en campagne électorale. Et donc, son discours a consisté à dire « Moi, je vais mettre les Chinois dans le rang, c'est moi le chef, et vous allez voir, les Américains, vous pouvez me faire confiance, les Chinois vont être obligés de céder. » Or, on voit bien, on a eu ce matin les chiffres du commerce extérieur chinois pour le mois de septembre. Les exportations ont augmenté d'à peu près 10% par rapport à septembre 2019. Les importations d'un peu plus de 13%. Mais surtout, le déficit américain avec la Chine s'est encore accentué. Le déficit qu'ont les États-Unis, le déficit commercial qu'ont les États-Unis avec la Chine a augmenté de 47% depuis la prise. Donc ça n'a pas marché. Voilà, depuis la prise de pouvoir de Trump. Pourtant, donc il y a ce contexte-là, mais c'est pas aussi facile. Voilà. Alors, rappelez-nous un petit peu ce qu'est le plan China 2025. Alors, Made in China 2025, c'est un plan qui a été annoncé avec pas mal d'éclat par la Chine pour dire quelle était sa stratégie dans les années à venir. Et sa stratégie dans les années à venir, c'est d'accroître l'innovation, d'avoir une innovation nationale. Et comme souvent dans les plans chinois, il y a des sous-parties. Il y en avait une sur les industries émergentes, avec un accent mis sur ce sujet. Les Chinois savent bien qu'ils ne pourront pas rattraper et dépasser les Occidentaux sur des secteurs dans lesquels on est déjà très en avance. Donc, leur stratégie, ce sont les industries émergentes. Et ce plan Made in China 2025 a annoncé le gros effort que la Chine ferait dans la recherche-développement pour développer
de l'innovation chinoise, de la technologie chinoise. On dit parfois qu'on voit des produits conçus aux États-Unis et fabriqués en Chine, et que là, peut-être, on pourrait dire conçus en Chine et fabriqués au Bangladesh, au Vietnam ou que sais-je. Et donc, l'idée, c'était de dire on aura une innovation nationale, on accroît les dépôts de brevets, etc. Et là, pour Trump, ça a été comme un chiffon rouge. C'était un plan très précis, enfin avec des dates, avec des secteurs qui étaient produits exactement, ciblés, les machines-outils. Voilà, sur le secteur. Alors il y avait déjà la 5G, tout ce qui est lié aux biotechnologies, à l'environnement, à l'intelligence artificielle, etc., aux objets connectés. Bon, et donc ce plan qui a été annoncé montrait, d'une certaine façon, au reste du monde, que désormais, la Chine n'était plus qu'un pays d'assemblage, ce qu'elle n'était plus déjà depuis quelque temps, mais allait investir massivement dans la recherche-développement, et la Chine investit énormément en matière de recherche-développement. Donc évidemment, elle construit un avantage dans certains secteurs. Et là, Trump a voulu siffler la fin de la récréation. Mais c'est plus compliqué que ça, parce que les Chinois ne l'entendent pas de cette oreille, évidemment. Et puis il y a eu un climat aux États-Unis aussi de quasi-propagande anti-chinoise. Oui. Peter Navarro faisait je me souviens, avec des clips absolument invraisemblables. On avait l'impression que c'était le réarmement allemand qui était absolument. sous nos yeux. Oui, absolument. Et bombes, voilà. Et puis il y a eu des discours sur les étudiants chinois qui étaient aux États-Unis, qui étaient tous des espions, etc. Et en fait, je crois qu'on voit bien quelle est la stratégie chinoise, qui est de dire on ne va pas répondre, on ne va pas aller à l'affrontement, mais on continue à faire ce qu'on a dit. Et donc, les autorités, je crois, au plus haut niveau, ont dit on ne parle plus du plan Made in China 2025, mais on va faire un autre plan qu'on a appelé China Standard 2035, qui a été annoncé en catimini, qui a été seulement présenté en chinois, et qui présente les objectifs de la Chine, qui est non seulement d'avoir une innovation chinoise, une technologie chinoise, mais aussi, et ça c'est fondamental, de définir les normes internationales, qui est la vraie indépendance que peut acquérir la Chine et le vrai danger pour les États-Unis. Alors, Jean-François Dufour, vous avez monté votre société de conseil et d'analyse. Vous avez habité très longtemps en Chine, à Shanghai, à Pékin. Vous connaissez de l'intérieur et notamment les entreprises, et ces entreprises notamment dans la technologie. Alors, expliquez-nous un petit peu pourquoi, depuis 2 ans, le débat s'est cristallisé autour d'une entreprise qui est Huawei. Alors, je pense que pour comprendre cette cristallisation, il faut revenir rapidement, et ça va rejoindre ce qui vient d'être dit, sur le fait que bien qu'elle soit très récente, l'aggravation du conflit sino-américain est passée par 2 phases. C'est-à-dire qu'on a eu 2 phases avec des objectifs américains très différents et des moyens très différents. La première phase, ça a été celle en 2018, qui s'est basée sur une offensive commerciale et dont les objectifs étaient extrêmement ambitieux, c'est-à-dire que l'administration américaine, à ce moment-là, espérait faire changer de modèle économique à la Chine. C'est-à-dire ce qu'évoquait Michel tout à l'heure, le fait que par rapport à l'adhésion de 2001 à l'OMC et la réalité de la pratique économique chinoise, il y avait une grosse différence. L'administration de Trump, en 2018, a annoncé qu'elle ferait plier la Chine, qu'elle la ferait changer de modèle, et elle a utilisé pour cela l'instrument donc des tarifs douaniers. Le problème, c'est que cet objectif était impossible à atteindre pour des raisons propres à la Chine. De toute façon, la Chine ne changera pas sur ce plan-là. Ça n'a fait que renforcer leur détermination. Et le deuxième problème, c'est que l'instrument était extrêmement peu efficace parce que la Chine est habituée à gérer ce genre de problème. Elle sait très bien comment contourner les tarifs douaniers et également utiliser son énorme marché domestique pour compenser ces problèmes à l'exportation. Du coup, on est passé sur une deuxième phase en 2019 qui, elle, s'est fixé un objectif différent. C'est-à-dire que je pense que très vite, l'administration américaine s'est rendue compte qu'elle ne ferait pas changer la Chine. Et donc là, l'objectif est devenu plus guerrier d'une certaine manière. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire prendre du retard à la Chine, clairement. C'est-à-dire qu'on a abandonné l'idée de les aligner sur un modèle. Donc on dit, c'est le conflit, maintenant, on va vous faire prendre du retard au maximum. Et pour ça, l'instrument a été radicalement différent, c'est-à-dire que l'administration américaine s'est intéressée effectivement à la possibilité de freiner la Chine au niveau des technologies. Et c'est pour ça que je n'ai pas oublié votre question, j'en arrive à Huawei. Pourquoi Huawei ? Parce que Huawei est au cœur de cette question, dans la mesure où ce qui a attiré les foudres sur Huawei, c'est son statut de champion incontesté au niveau global de la 5G.
Et c'est la première fois que la Chine a un leader mondial dans la technologie, en fait. Sur une technologie de pointe, c'est la première fois dans l'histoire récente. Et le problème, bien sûr, c'est tout ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que Marie-Françoise évoquait le plan Made in China 2025. 80% de ces objectifs sont liés d'une manière ou une autre à la 5G. Que vous parliez de l'industrie 2.0, donc la digitalisation des usines, que vous parliez de véhicules autonomes, donc les voitures, les camions, mais aussi les navires, les véhicules aériens, que vous parliez de réseaux intelligents pour l'électricité, de villes intelligentes, tout ça est basé sur le recours à la 5G dans les projets chinois. Et donc mettre un coup d'arrêt à Huawei, qui est le leader mondial et bien évidemment chinois de cette technologie, c'est mettre un coup d'arrêt aux objectifs stratégiques économiques chinois. Arrêter Huawei, c'est arrêter la 5G, en fait. C'est arrêter la 5G et c'est arrêter le développement chinois tel qu'il a été engagé. Chinoise, oui. Mais enfin, nous, on a d'autres moyens pour arrêter la 5G. On n'a pas besoin des Chinois. Et pour compléter, je pense que ce qui est très intéressant quand on rentre un peu dans le détail, c'est que sur cette deuxième phase, on a eu 2 sous-phases, en fait. C'est-à-dire, et qui sont très intéressantes parce qu'elles témoignent à la fois de l'avancée de la Chine et de ses problèmes persistants. Parce qu'en fait, les choses se sont jouées sur un paradoxe. On a eu une première phase, quand on prend le détail. En 2019, l'administration américaine, donc le US Department of Commerce, a annoncé exercer un contrôle sur les ventes de semi-conducteurs américains à Huawei, en espérant que ça bloquerait Huawei. Ce qui s'est passé, et c'est là que ça permet de corriger certaines visions datées sur la Chine, c'est que Huawei, en termes de conception, a montré une capacité de réaction absolument foudroyante. Fin 2019, ils avaient premier investisseur en recherche de son secteur, en plus, plus que les autres, plus que les entreprises européennes ou américaines. Et fin 2019, leur filiale qui est dédiée aux semi-conducteurs, qui s'appelle Shanghai High Silicon, avait développé ses propres semi-conducteurs pour les smartphones, mais ça c'est l'image grand public, mais c'est marginal, mais pour les serveurs, pour les stations relais 5G. Et donc du coup l'administration américaine est passée à une autre phase, et c'est là que je parle de paradoxe, mais c'est très intéressant, c'est qu'en fait les États-Unis ont identifié une faiblesse paradoxale, c'est que la Chine est l'usine du monde, mais le modèle de fabrication de semi-conducteurs chinois est ce qu'on appelle un modèle fabless. C'est-à-dire que la Chine, en fait, consomme plus de 50% des semi-conducteurs utilisés dans le monde, mais par contre, moins de 10% sont produits en Chine. Oui. Et notamment ce qu'on appelle les fondeurs, c'est-à-dire les entreprises qui fabriquent des semi-conducteurs sur les instructions de leurs clients. Les puces, là. Voilà, sont très peu localisés en Chine, et ceux qui sont en Chine, les groupes chinois, ont du retard technologiquement. Et donc on a eu une deuxième phase, c'est les mesures qui ont été annoncées en mai et qui sont rentrées en vigueur le 15 septembre, c'est-à-dire que les États-Unis ont annoncé exercer un contrôle sur toutes les entreprises susceptibles de travailler pour Huawei, y compris donc ces fameux fondeurs de semi-conducteurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, aucune entreprise utilisant du matériel américain, et c'est le cas de pratiquement toutes dans ce secteur, ne peut produire de semi-conducteurs pour Huawei sans l'autorisation des États-Unis. Et là, on a vraiment un basculement parce que ça a changé radicalement la donne. Alors, un autre aspect qui a évidemment gêné cette stratégie américaine, c'est que l'ensemble des technologies de l'information, de l'high-tech, ça représente une très grosse partie des importations américaines. Et en fait, ça vient d'entreprises américaines qui font fabriquer en Chine très largement. Donc la chaîne de valeur de production de la high-tech, ça fait très longtemps qu'elle est délocalisée en Asie et particulièrement en Chine pour faire des ordinateurs, des micro-ordinateurs, des téléphones. Le meilleur exemple, c'est évidemment Apple qui produit l'essentiel en Chine. Donc on suppose que pour les États-Unis, c'était un peu se tirer une balle dans le pied, finalement, que d'essayer de gêner la Chine, alors que les importations, ce sont des produits américains, quoi, les fameux iPhones et autres. Oui, et puis c'est un immense marché pour Apple. Et donc les entreprises américaines, on voit bien que les entreprises américaines, elles ont essayé un peu de faire pression sur le gouvernement américain. Et je crois qu'il y a d'un côté aux États-Unis les politiques qui veulent ce découplage, qui se méfient de la Chine, etc. Et puis les entreprises qui se disent, mais c'est notre débouché principal, si on perd le marché chinois, qu'est-ce qu'on fait ? Et puis, comme cela vient d'être souligné, il y a le risque de représailles. On ne sait pas quelle stratégie la Chine pourrait avoir sur les terres rares, par exemple. Oui, et ça c'est dans un deuxième temps. Alors justement, parlons-en un petit peu de
de la façon dont les choses peuvent évoluer. Donc on voit bien que là, on arrive à un niveau de tension extrême, qu'à chaque fois, finalement, la Chine a trouvé la parade aux agissements de Donald Trump. Et puis, aujourd'hui, on rentre dans une époque, dans une période extrêmement particulière aux États-Unis, puisque c'est la période des élections présidentielles. Et donc, Biden contre Trump. Alors, Michel Fouquin, est-ce que vous pensez que une victoire, par exemple, de Joe Biden, donc un démocrate, a priori moins agressif, en tout cas verbalement, que Donald Trump, est-ce que ça peut changer la donne? Est-ce que ça changera? Ou est-ce que finalement, le mouvement est lancé et il ne reviendra plus en arrière? Alors, en fait, traditionnellement, les démocrates sont plus protectionnistes que les républicains. Dans l'histoire de l'après-Seconde Guerre mondiale, les démocrates, qui ont le soutien des syndicats américains, se méfient un peu depuis longtemps de la Chine. Et donc, sur le plan... sauf sous Clinton, quand même. Sauf sous Clinton, oui. Il y a eu grande libéralisation. À ce moment-là. Mais justement, il s'est mis à dos. On peut expliquer peut-être la défaite de Hillary Clinton, en partie parce qu'elle avait abandonné les vieilles industries. Donc ça, effectivement, c'est un problème. Joe Biden, à mon avis, sur la question chinoise, il sera sur la même ligne que celle de Trump, parce que il suffit de lire les discours du président Xi Jinping, donc c'est à la portée de tout le monde. C'est pas forcément passionnant, mais quand vous lisez ce qu'il raconte... Il faut bien lire le chinois, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont traduits. Mais... c'est traduit en français. Les œuvres complètes enfin, pas complètes. Ah, les œuvres complètes, oui. Vous les avez gratuitement. Je suis auprès de l'ambassade de Chine en français, très bon français, etc. Et vous verrez que l'appel à la tradition du Parti communiste chinois, aux grands fondateurs, Marx, Lénine et peut-être pas Staline, et Mao Tse-tung. Malgré tout, il y a des références à Mao Tse-tung. Donc, il ne faut pas se tromper. On a affaire à un dirigeant d'un parti communiste qui est, sur le plan idéologique, communiste. Sur le plan économique, il est libéral, entre guillemets. Et encore, je dirais, c'est une forme... En France, on aurait appelé ça, à une époque, le capitalisme monopoliste d'État. C'est-à-dire qu'on a des grands monopoles qui ont une marge de manœuvre considérable dans leur activité quotidienne, mais qui sont sous contrôle du Parti communiste chinois. Et c'est bien ce que reprochent les États-Unis aux entreprises chinoises. Ils disent, vous n'êtes pas des entreprises comme les autres, vous n'êtes pas des entreprises privées, vous êtes des entreprises sous contrôle. Et donc, ça, c'est dangereux pour la sécurité américaine. Et je pense que, jusqu'à un certain point, ils n'ont pas tout à fait tort. Et je pense que, de cette façon-là, Joe Biden devra suivre plus ou moins la ligne Trump, en y mettant un peu plus de forme, sans doute, ça, il n'y aura pas de mal. Et l'autre aspect du problème, c'est qu'il va revenir à mon avis, là je m'engage peut-être beaucoup, à plus de multilatéralisme. C'est-à-dire que Trump a tout fait pour bloquer l'OMC, notamment l'organisme de règlement des différends qui est quelque chose de fondamental dans la réglementation du commerce international. Celui qui prononce les sanctions quand on ne respecte pas les règles. C'est efficace. En matière internationale, oui, c'est ce qui marche le mieux. Il y a peu d'organismes qui aient autant de pouvoir. Alors après, on s'est dit qu'ils avaient ils avaient pris un peu trop de liberté, même avec leur mandat initial. Ils se sont un peu mêlés de choses pour lesquelles ils n'étaient pas faits, en théorie. Mais l'idée de Trump, c'était de bloquer l'organisation en refusant de nommer les nouveaux, enfin ça c'est un problème technique, les membres de cette organisation, de façon à ce qu'elle ne puisse plus rendre de jugement. Et il a réussi. Alors, donc Biden arrivant, il peut relancer l'OMC. Il peut chercher un appui du côté de l'Europe. À l'heure actuelle, avec l'Europe, on n'est pas en guerre avec les États-Unis, mais c'est froid. C'est froid. Alors qu'avec Obama, on avait un projet de Transatlantic Trade Agreement Partnership. Il pourrait relancer les négociations. Alors, je sais bien qu'en ce moment, en France, les accords de libre-échange internationaux, c'est pas très populaire. Mais disons que du fait de la pandémie, l'état d'esprit
d'un certain nombre de dirigeants, que ce soit au FMI, que ce soit à la Banque mondiale, que ce soit à la tête de l'Union européenne, qui ont bien pris conscience que la mondialisation telle qu'on l'avait fait était source de très fortes inégalités et que ça n'était plus supportable, on peut supposer qu'on va peut-être pouvoir redémarrer des négociations avec les États-Unis. Donc il y a l'idée, si Joe Biden revient, qu'on aura plus de négociations internationales et qu'on ira vers plus de solutions. Et à ce moment-là, la Chine face aux États-Unis et à l'Europe, je ne dirais pas réunis, ça serait beaucoup, mais ça risque de peser. Et les Chinois, je pense, ont un côté très, pas opportuniste, mais très, comment dirais-je, ils s'adaptent. Lorsque le monde change en face d'eux, ils changent. Voilà, oui. Ça, depuis Sun Tzu, c'est à peu près comme ça qu'ils font. Ils apprennent très vite. Ils sont très patients et ils apprennent vite. Voilà. Ils s'aperçoivent qu'en face d'eux, ils ont vraiment des gens déterminés. À ce moment-là, ils changeront, ils feront des concessions. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous partagez ce pronostic sur un effet Biden, Marie-Françoise? Oui, c'est vrai que les démocrates ne vont pas, ça va pas changer fondamentalement la position qu'il y a vis-à-vis de la Chine. Il sera forcément plus pacifique que Trump et certainement plus enclin à ne pas bloquer le fonctionnement de l'OMC et à trouver des accords avec les autres pays. Je crois que ce qui est difficile aujourd'hui, c'est qu'on voit bien que les États-Unis, ce sont nos amis d'une certaine façon parce que ce sont des démocrates, mais d'une autre façon, leur objectif, c'est leur intérêt personnel. Et il n'y aura aucune hésitation à aller à l'encontre des intérêts européens dès lors que ce sont les intérêts des États-Unis. Et je crois que l'idée de dire est-ce qu'il faut pencher du côté américain ou pencher du côté chinois est une mauvaise idée. On n'a pas à se soumettre à l'un ou à l'autre. Et peut-être ces derniers mois, l'Europe a-t-elle réalisé qu'il y avait vraiment intérêt à avoir une stratégie européenne. Là, j'ai vu que l'Europe venait de décider de mettre des droits anti-dumping sur certains aluminiums chinois. Cela s'est fait déjà par le passé. Je crois qu'on s'est peu interrogé en Chine, en France, en Europe, pardon, pour des raisons que moi je considère comme idéologiques. On s'est peu interrogé sur la politique industrielle. Est-ce qu'il faut garder des grands secteurs? Est-ce qu'il faut avoir une industrie européenne? On a eu une politique qui était purement libérale en disant il ne faut pas constituer de grands groupes européen, c'est anticoncurrentiel, etc. Les États-Unis n'ont pas eu ces considérations. Les États-Unis ont des politiques protectionnistes qui sont absolument redoutables, qui sont unilatérales dans un certain nombre de cas, y compris avec Clinton d'ailleurs, même s'il a été plus ouvert que les autres. Et l'Europe a eu une stratégie de protection beaucoup moins importante que l'ont eu les États-Unis. Je ne parle pas exactement en termes commerciaux, parce que ce n'est pas une passoire, contrairement à ce qu'on dit de temps en temps. Il y a une politique commerciale européenne. Mais par exemple, il n'y a pas vraiment de politique industrielle européenne. Mais ça, on reviendra sur cette histoire sur la position européenne. Mais sur l'aspect, est-ce que Biden, qui évidemment est un personnage plus présentable, entre guillemets, que Donald Trump, moins imprévisible, moins agressif, et avec une politique qui sera forcément différente. Ce que vous dites comme Michel, c'est que ça ne va pas changer fondamentalement la donne. Alors, ça ne changera pas fondamentalement la position vis-à-vis de la Chine, déjà parce que beaucoup d'Américains, sans doute, sont méfiants vis-à-vis des Chinois. Peut-être peut-on espérer qu'il y aura une certaine détente. Moi, je compare pas à la guerre froide, mais on a bien vu que par le passé, quand les États-Unis ont vu dans les années 70, on va dire avec Nixon, que finalement ils allaient peut-être pas l'emporter sur tous les terrains, qu'il valait mieux s'entendre. Peut-être qu'on peut espérer que les États-Unis et la Chine se disent qu'il vaut mieux s'entendre, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une hausse du déficit commercial américain. La Chine importe beaucoup plus des États-Unis qu'elle ne le faisait avant, notamment du soja, un certain nombre de produits alimentaires, pour respecter les premiers accords. Pour respecter les premiers accords qui avaient été passés, et on le voit bien dans les chiffres qui viennent d'être publiés que effectivement ces importations ont augmenté. Et donc, je veux pas embellir les choses, mais je crois que on peut très bien imaginer que sous couvert et sous cette guerre qui existe entre la Chine et les États-Unis, il y a néanmoins des gens qui continuent à essayer de faire de la diplomatie et continuent à essayer d'avoir des relations pour
pour que ça ne coûte pas trop cher aux uns et aux autres. Parce que, encore une fois, les entreprises américaines ne sont pas prêtes à partir. Il y a le président américain a dit il faut quitter la Chine, revenir aux États-Unis. Bon, certaines quittent la Chine, mais elles ne reviennent pas aux États-Unis. Et puis, il n'y en a pas tant que ça qui partent. Et donc, on peut penser que Biden pourrait essayer de trouver une solution raisonnable en demandant effectivement qu'il y ait un accord commercial imposant à la Chine d'acheter plus de produits aux États-Unis, de mieux respecter les règles du commerce international, d'avoir plus de transparence dans un certain nombre de données. Je crois qu'on ne peut pas reprocher à la Chine d'avoir des entreprises d'État, d'autant que dans le monde, y compris aux États-Unis, les gouvernements soutiennent certaines entreprises indirectement par l'intermédiaire de la défense, par d'autres secteurs, etc. Alors ce ne sont pas des entreprises d'État, mais chaque pays a des politiques différentes et la Chine ne va pas changer de ce point de vue-là. Je pense que ça ne sert à rien de dire à la Chine il faut arrêter d'avoir des entreprises d'État. Ça, je pense que ça ne sert à rien. Il n'y a pas que les entreprises d'État. Enfin, je pense que il me semble qu'un des aspects de la puissance chinoise, c'est d'avoir libéralisé son économie intérieure et d'avoir fait naître des entreprises privées qui sont devenues hyper puissante. Aujourd'hui, Huawei était une entreprise privée, Alibaba est une entreprise privée, Geely est une entreprise privée, et elles marchent en général beaucoup mieux que les consortiums d'État qui sont souvent empêtrés. Donc il y a aussi dans le fonctionnement chinois quelque chose qui n'est pas vraiment soviétique, quoi, qui est non, mais ça n'a rien à voir. Sophistiqué, beaucoup plus sophistiqué, et notamment dans le numérique. Enfin, on en parlera avec Jean-François, mais dans le numérique, c'est vraiment... Non, ça n'a rien à voir avec le système soviétique. Ce qui est particulier à la Chine, c'est que le Parti communiste est omniprésent, y compris dans les entreprises privées. Il est même revenu dans les entreprises. Il était parti, il est revenu. Oui. C'est ça. Et il n'a jamais été très loin, mais il est revenu. Xi Jinping est beaucoup plus autoritaire et le poids du Parti communiste est plus important aujourd'hui. Le contrôle est plus important aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, c'est ça. Alors... Et donc, c'est une caractéristique. Bien sûr, je suis d'accord, il y a une montée du secteur privé, même si les entreprises privées, notamment les petites, ont pas mal de difficultés. Il y a une montée du secteur privé, il y a une libéralisation de l'économie, mais il y a le Parti communiste qui est toujours là. Oui, bien sûr. Tout à fait. Alors Jean-François Dufour, vous qui avez des petites antennes là-bas, vous connaissez encore beaucoup de gens sur place. Comment on suit cette affaire de l'élection américaine? Est-ce que ça les intéresse et est-ce qu'ils pensent que ce sera différent si c'est Biden plutôt que Trump? Alors, je vais être honnête, j'ai pas vraiment de retour là-dessus parce que c'est le genre de questions que malgré tout les Chinois évitent d'aborder pour s'exposer. C'est toujours très délicat puisque c'est très lié à la propagande officielle et comme elle peut beaucoup tourner selon ce qui se passe de l'autre côté du Pacifique, c'est le genre de sujets qui sont très peu abordés. Après, une chose qui rejoint ce qui a été dit auparavant, qui moi me paraît importante, c'est que je pense qu'il y aura à la fois une continuité, mais qui a déjà existé, mais qu'il pourrait y avoir une amorce de détente à cause d'une question de personne. Ce que je veux dire par là, c'est que Donald Trump, contrairement à sa mise en scène, n'a pas inventé la confrontation avec la Chine. Si on reprend le cas de Huawei, cette entreprise précise, la première interdiction d'un investissement de Huawei aux États-Unis, elle remonte à 2008. Donc on n'a pas attendu Donald Trump. Simplement, tout comme Xi Jinping est arrivé avec une position d'homme fort, Donald Trump, dans un cadre démocratique qui n'a rien à voir, mais est arrivé avec la même posture. Et donc on a eu ce conflit, si vous voulez, en fait, de posture d'homme fort qui a abouti à un conflit ouvert et très médiatique. C'est pour ça qu'il était assez séduit au départ par le personnage, comme il avait été séduit par Poutine d'ailleurs. Il y a une certaine logique effectivement au niveau du personnage. Oui. Mais si vous voulez, donc du coup, je pense que de toute façon, il y avait un mouvement déjà de fond. Contrairement à ce qu'a prétendu la propagande des équipes de Donald Trump, il n'y a jamais eu les bras grands ouverts des démocrates à la Chine. C'est pas vrai, c'est un mythe. Et ça restera dans le temps. Simplement, effectivement, on peut escompter qu'il y aura peut-être une position un peu moins agressive et puis un peu moins médiatisée pour essayer de trouver des arrangements. Avec une question que vous avez évoquée tout à l'heure, qui me paraît très importante aussi, c'est la donnée des entreprises américaines. Parce qu'effectivement, si les choses continuent à s'envenimer,
à un moment, il y aura des représailles chinoises. Et pour ça, vous avez quelques marqueurs. Alors, on sait déjà que, par exemple, les producteurs de semi-conducteurs américains s'agitent beaucoup depuis le 15 septembre, parce qu'en perdant Huawei, ils perdent un client énorme. Ils ne sont pas suffisamment visibles et structurés pour que ça fasse fléchir la Maison-Blanche. Par contre, le jour où une entreprise qui s'appelle Boeing va être touchée en représailles par la Chine, ça risque de changer les choses, parce que c'est un symbole et que c'est le premier exportateur américain vers la Chine. Donc les choses sont plus compliquées que une totale maîtrise par la Maison-Blanche des données du problème. Donc ça reste très incertain. Je pense, je vous dis, bon, les avis chinois, c'est difficile de les avoir parce qu'il y a beaucoup trop d'implications potentielles pour les gens qui s'exprimeraient. Ça peut se retourner contre eux après. Après, objectivement, je pense qu'il y aura une continuité. Mais si Biden y a, parce qu'on n'aura peut-être pas de Biden, il est probable qu'il y ait quand même une certaine détente par rapport à cette question de posture. Alors justement, Marie-Françoise Reynaud, est-ce qu'aujourd'hui, on évoquait ce problème des chaînes de valeur des industriels, du fait que les industriels américains ne sont pas du tout sur la même ligne que l'administration à Washington. C'est évidemment la même chose en Europe et dans tous les pays exportateurs. Est-ce qu'on peut dire que cette guerre qui est en train de se déployer aujourd'hui marque la fin d'une certaine mondialisation ou pas? Alors, c'est difficile de le dire de façon aussi brutale. Mais comme cela a été souligné tout à l'heure, je crois que les gouvernements ont sous-estimé, malgré tous les travaux sur ce sujet, les gouvernements ont sous-estimé le fait que certes, la mondialisation améliorait le bien-être, le commerce international améliorait le bien-être, mais qu'il y avait des perdants. Il y avait des gagnants et des perdants, on s'est occupé des gagnants, on s'est jamais occupé des perdants. Et là, ça revient comme un boomerang et on découvre des décennies après que cela a été dit, redit, écrit, qu'il y avait des perdants à la mondialisation. Et puis, il y a une montée aussi des oppositions, des populations face à cette mondialisation. Je ne crois pas pour autant que ça remette en cause la mondialisation, pour plusieurs raisons, mais notamment parce que, comme vous le dites, ces chaînes de valeur, elles existent déjà, et puis parce que les économies sont interdépendantes. Donc toute mesure que peut prendre une économie coûte aux autres. On sait historiquement que le protectionnisme est indispensable d'une certaine façon, mais qu'il est coûteux et qu'on ne sait jamais qui va payer la facture. Et qu'au bout du compte, quand on a regardé dans les années passées qui avait payé les conflits protectionnistes entre deux pays, eh bien parfois ça avait coûté aussi cher aux deux, y compris celui qui les avait demandés. Et là, on voit bien, par exemple, dans les conflits, la Chine est en conflit avec l'Australie qui est plutôt proche des États-Unis, donc qui a réagi en se posant en ami des États-Unis, en opposant de la Chine. Et là, la Chine vient de dire, bon, finalement, peut-être qu'on va boycotter le charbon australien. Et l'Australie, qui est en difficulté économique, est extrêmement inquiète si elle ne peut pas... Dépendante de la Chine. Voilà, très dépendante de la Chine. Grosse population. Et donc, voilà. Et donc, d'un côté, je donne cet exemple parce que je crois que ça illustre un petit peu le problème qui est vrai pour des tas d'autres pays. D'un côté, on va s'opposer à la Chine. Vous le savez, l'Australie a demandé une enquête sur le Covid, etc. en Chine. Mais d'un autre côté, si on ne peut plus vendre nos produits, que fait-on ? Et donc, on ne peut pas imaginer que rapidement, et même je pense à moyen ou long terme, on dise non, finalement, on va arrêter de commercer avec ce pays. Je crois qu'il y aura peut-être une réflexion sur la stratégie à avoir. Est-ce qu'il y a des secteurs qu'on veut garder au niveau national parce que c'est trop dangereux stratégiquement d'être dépendant d'un autre pays, et puis que pour le reste, on sera dépendant, on maintiendra ces chaînes de valeur. Je crois que ce n'est pas possible autrement. Mais par contre, ça veut dire qu'on réfléchit sur la stratégie à avoir pour avoir une certaine autonomie, pour nous, je pense, au niveau européen, et une stratégie européenne pour avoir une certaine indépendance dans ces chaînes de valeur. Et je crois que la Chine a la même réflexion et les États-Unis ont la même réflexion. Alors justement, est-ce que, donc ça c'est une question pour Michel Fouquin et puis pour Jean-François Dufault, est-ce qu'on va vers un vrai découplage avec, un petit peu sur l'image de l'Internet. L'Internet, il est déjà quasiment découplé aujourd'hui, c'est-à-dire que en gros, on a les GAFA en Occident et puis en Chine, on a l'équivalent et c'est pas les mêmes entreprises qui font du commerce, des messageries, etc. Est-ce que sur ce modèle-là, on risque de voir se développer finalement deux économies, enfin deux écosystèmes
en parallèle. Et est-ce que ça ne sera pas très préjudiciable à la fois à la croissance mondiale? Alors, ce qu'il faut voir dans l'exemple que vous avez pris sur le numérique, c'est que malgré tout, jusqu'à présent, c'est la Chine qui a fait en sorte que son marché intérieur soit totalement bouclé et que les GAFA, nos fameux GAFA, ne puissent pas y mettre le pied. Alors, c'est à la fois pour des raisons, je dirais, d'indépendance nationale, faire en sorte que la Chine soit capable d'avoir des réseaux sociaux de niveau occidental, mais aussi, du point de vue idéologique ou d'information, faire en sorte que le pouvoir chinois garde le contrôle sur l'information qui est diffusée en Chine. Donc on est face à un pays qui ne joue pas du tout le jeu de la circulation de l'information, qui au contraire verrouille plus que jamais. Et donc je ne mettrai pas à égalité, si vous voulez, les GAFA et nos amis Alibaba, Baidu et compagnie. Donc ça, c'est la première remarque que je voudrais. Deuxième remarque. On a peut-être été étonné de voir que Trump avait commencé sa bagarre avec la Chine sur la sidérurgie, l'acier. On se dit, oh, l'acier, c'est un grand classique. C'est l'acier, l'aluminium. C'est l'usine du passé. C'est l'industrie du passé. Alors, en fait, il faut bien voir qu'aujourd'hui, on est obligé de se préparer au pire. Je ne parle pas de la pandémie, là. On ne s'est pas préparé. Mais imaginons que les choses aillent de plus en plus mal. Et nous, Européens, on n'y peut pas grand-chose, entre les États-Unis et la Chine. Que l'affaire de Taïwan devienne chaude, brûlante. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Imaginons qu'on aille jusque-là. À ce moment-là, le problème, c'est des canons, c'est de la tôle pour les bateaux, pour la marine américaine, c'est de l'aluminium pour les avions, etc., etc. Donc, sidérurgie, industrie du passé, en matière de sécurité nationale, c'est sérieux. Ce n'est pas une industrie quelconque. Et donc, Trump a commencé symboliquement par ces secteurs-là qui, en plus, étaient en déclin rapide. Couper ses électeurs aussi. Enfin, donc ça, c'est quand même... je crois qu'il faut imaginer qu'un jour, on puisse se trouver... coupé de la Chine parce que la Chine a décidé de régler la question de Taïwan. Et ça, on ne pourra pas l'accepter. Non, mais là, vous me répondez finalement stratégique. Oui, j'entends bien, mais moi, ma question était économique. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne va pas se trouver avec deux systèmes de normalisation, mais aussi de type d'entreprise, à l'image de ce qui existe pour Internet. Et donc, est-ce que ça va pas être finalement préjudiciable? D'abord, un coup de frein, effectivement, à la mondialisation telle qu'on la connaît aujourd'hui, et puis préjudiciable à éventuellement l'innovation et puis la croissance économique mondiale. L'idée, et à mon avis, on ne pourra y arriver que lentement, c'est d'éviter d'être, pour certains secteurs, sous la dépendance chinoise. C'est-à-dire qu'on doit limiter, dans un certain nombre de secteurs, le poids de la Chine dans nos approvisionnements. Ça ne veut pas dire couper avec la Chine, ça veut dire qu'au-delà de 20%, on n'est plus d'accord. Vous avez le droit de prendre 20% du marché européen, c'est énorme, mais au-delà, c'est fini. On vous mettra des quotas. Alors, ce n'est pas du libre-échange, c'est bon. Et deuxième chose, c'est pour éviter que la Chine prenne 20% des approvisionnements de composants électroniques pour telle ou telle filière de missiles ou de fusées, à ce moment-là, on va faire en sorte d'avoir d'autres partenaires. Alors, pour le textile, on a trouvé tout de suite, ce sera le Bangladesh, ce sera l'Inde, ce sera qui sais-je encore. Il y a d'autres partenaires possibles que la Chine. Et donc, il faut avoir une politique qui privilégie, si possible, d'autres pays que la Chine. Et entre parenthèses, ça aidera peut-être d'autres pays, comme le Bangladesh, à se développer et à sortir de la grande pauvreté. La Chine n'est pas... C'est un coût. Mais le coût de ne pas le faire, de se retrouver en situation de dépendance, risque d'être plus élevé que le coût premier. Mais alors, je pose ma question différemment, mais la Chine, ce n'est pas juste un fournisseur de produits.
c'est aussi un marché gigantesque. C'est le premier marché du monde. C'est le premier marché automobile. C'est le premier marché pour à peu près tous les produits. D'ailleurs, c'est ce qui met en difficulté les Européens, qui sont des gros vendeurs, enfin notamment l'Allemagne, avec la Chine. Mais si on met ça de côté, si tout d'un coup ces systèmes se ferment, est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver avec une croissance économique mondiale qui, au lieu d'être 3 à 4%, je ne sais quoi, va se retrouver à 1 ou 2%, et avec des effets en retour sur nos économies qui seraient très importants, parce que l'Inde ne peut pas remplacer la Chine comme marché intérieur tout de suite, en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, oui, qu'il y ait un coût, je crois. Que l'on parle de rupture. Moi, je ne pense pas qu'on va aller vers la rupture. On va aller vers une transition. Hein, ça va prendre du temps. Maintenant, on est averti que la Chine, c'est pas n'importe qui. C'est une puissance qui a des ambitions, après tout, c'est légitime du point de vue des Chinois d'avoir des ambitions. D'être le premier pays technologique. Bon, bravo. Nous aussi, on devrait pouvoir avoir cette prétention-là, n'est-ce pas ? Bon, la prétention, on l'a, mais c'est pas un souci. Le souci, c'est que ça nous met dans une situation de dépendance. Alors, il y a des secteurs pour lesquels ça posera pas de problème. Je reviens à mon textile. Le textile, on peut en faire dans le monde entier, donc il n'y a pas de souci. On peut continuer à être en matière. Alors, le syndicat de l'industrie textile ne va pas être très content, mais on peut continuer à avoir une politique libérale dans le secteur du textile, mais en revanche, dans des secteurs que l'on doit définir comme stratégiques, et là, il suffit de prendre le programme chinois, de savoir quelles sont les industries stratégiques sur lesquelles nous devons être à parité avec les Chinois et non pas en situation de dépendance. Jean-François Dufour, sur cette idée du découplage, de finalement deux mondes qui vont croître de façon presque indépendante, en tout cas séparée. Comment vous voyez ça ? Du découplage, je vais encore vous parler de paradoxe. Je suis désolé, mais avec la Chine, c'est toujours compliqué. Parce qu'en fait, si vous regardez, cette idée du découplage, en fait, elle est porteuse du projet Made in China 2025, qui en fait regarde non pas à 2025, mais à 2049, le centenaire de la fondation de la République populaire. Et l'idée précisément des autorités chinoises, ce qui détermine ce plan, c'est la réduction de la vulnérabilité de la Chine par rapport aux fournisseurs étrangers, et donc la localisation, en fait, du maximum. Exactement ce qu'on dit pour nous, exactement ce que Michel Fouquin disait pour l'Europe et les États-Unis. C'est vraiment l'objectif. Et si vous voulez, ce qui s'est passé récemment, notamment avec Huawei et de manière encore plus frappante avec l'autre grand équipementier télécom chinois qui est ZTE, qui a vécu une mésaventure comparable en 2018, a totalement validé cette hypothèse des autorités chinoises. Ça les a confortés dans leur diagnostic. Là où c'est compliqué, c'est que par contre, ils aimeraient qu'il y ait un découplage, mais pas tout de suite, parce qu'ils ont encore besoin de technologies étrangères. Donc, un découplage plus tard, quand on sera prêt. Donc vous avez cet aspect-là, si vous voulez, c'est-à-dire que eux aspirent. Mais est-ce que c'est un rêve d'autarcie ? Est-ce que c'est un rêve d'autarcie, un peu à la manière des empereurs chinois du XVIe siècle, ou qui se refermaient complètement à l'intérieur de leurs frontières ? C'est un peu ça ? Non, ça je pense vraiment pas. Je pense vraiment que c'est un souci de sécurité en fait et de stabilité. C'est-à-dire que la crainte comme ça d'une dépendance, mais qui est illustrée par ce qui se passe en ce moment, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur Huawei. Si Huawei l'an prochain a épuisé ses stocks de semi-conducteurs et est toujours confronté aux mêmes restrictions américaines, la 5G s'arrête en Chine concrètement. Et ça, c'est terrible par rapport au plan des autorités chinoises. Donc, je pense que c'est plutôt ce souci en fait de sécurité plus que d'autarcie. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment un rêve d'autarcie. Je pense que les autorités chinoises, quels que soient les reproches qu'on peut faire au système par ailleurs, sont beaucoup plus réalistes que ça. Après, je voudrais aussi revenir juste un instant sur une question intéressante. Vous évoquiez tout à l'heure la question des risques pour l'économie mondiale si la Chine ne veut plus jouer le rôle de moteur. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement ce qui s'est passé cette année. Si vous revenez il y a quelques mois en arrière, ce qui est très frappant, c'est que l'Europe a annoncé un gigantesque plan de relance, les États-Unis ont annoncé un gigantesque plan de relance, la Chine, concrètement, quand vous étudiez au jour le jour ce qui se passe pour les entreprises, les programmes d'aide et tout, aide ces entreprises, mais elle n'a pas fait d'annonce d'un plan à des milliers de milliards de dollars, comme ça avait été le cas en 2008. Parce qu'en 2008, la Chine était apparue au moment de la crise financière globale comme le sauveur du monde. Oui. Et en 2020, le message implicite mais très clair, c'est vous voulez la guerre avec nous, ne comptez pas sur nous pour relancer l'économie mondiale. Et finalement, il y a un seul grand pays dans le monde qui est en croissance aujourd'hui.
c'est la Chine. Oui. Marie-Françoise Renard. Oui, et je voudrais rajouter quelque chose sur la question du découplage. Alors, on prévoit 1,7% de croissance en Chine. Il y a une véritable reprise. Il y a aussi beaucoup de difficultés qu'il ne faut pas sous-estimer. Oui, bien sûr. Mais là, on a beaucoup parlé de découplage commercial. Il ne faut pas oublier que le textile au Bangladesh, etc., c'était déjà des délocalisations de la Chine elle-même parce que le coût de la main-d'œuvre avait augmenté. Et il ne faut pas oublier l'importance des investissements et des flux de capitaux. Il y a beaucoup de capitaux américains en Chine. Il y a beaucoup de capitaux américains en Chine. Le président Xi Jinping devrait être demain à Shenzhen pour fêter le 40e anniversaire de la zone économique spéciale. Il va probablement annoncer encore une libéralisation dans les conditions d'investissement étranger pour les entreprises étrangères. Et ça aussi, ça fait partie de la mondialisation. Et les entreprises étrangères, elles ne sont pas prêtes non plus à laisser ça. Et je crois qu'il y a une chose qui est importante dans les négociations, c'est la question de la réciprocité. Parce que pendant longtemps, on n'a pas demandé de réciprocité à la Chine. Et un moyen, peut-être, de moins nous mettre en danger, c'est bien sûr, comme on l'a dit, d'avoir une stratégie sur les secteurs importants, mais c'est aussi de demander de la réciprocité, en considérant que si la Chine venait investir en Europe, acheter des terres, etc., il fallait autoriser la même chose. On ne peut pas aller acheter des terres en Chine. Et donc cette question de la réciprocité que les Européens sur lesquels ils ont commencé à réfléchir, je crois que c'est un point qui est très important dans l'avenir des relations avec la Chine. Alors c'est vrai qu'au Parlement, fin mars, contrairement à ce qui se passe d'habitude, le Premier ministre n'a pas annoncé d'objectif de croissance, que le plan n'est pas un plan de relance de la consommation, mais un plan de soutien aux entreprises qui n'est pas extrêmement important. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Le message, c'était il ne faut pas compter sur nous pour soutenir la croissance mondiale. On s'occupe de notre économie, on va essayer de compenser les faiblesses. Alors, le Premier ministre ne l'a pas dit, mais elles sont très nombreuses, pour essayer de sortir par le haut l'économie chinoise. Et je pense que c'est le message, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'il y a je reviens à votre première question précédente, sur le découplage. Le risque vraiment, mais je pense qu'on n'arriverait pas là, mais le risque vraiment, c'est qu'il y ait des normes occidentales, des normes américaines, d'un autre côté des normes chinoises, et que les pays se partagent les normes qu'ils vont choisir d'adapter. On voit aujourd'hui la Chine créer sa monnaie numérique. Certains pays, le Kenya par exemple, récemment a trouvé que c'était très intéressant qu'il fallait adopter cette monnaie. La Chine a fait une loterie pour donner des monnaies en ce moment à Shenzhen, etc. Donc elle fait beaucoup d'efforts pour avoir cette monnaie numérique. Si les routes de la soie n'ont pas atteint les objectifs qu'elle espérait en matière d'influence économique, politique, etc., peut-être que cette monnaie dématérialisée lui permettra d'arriver là. On n'en sait rien. En tout cas, son objectif, c'est bien aussi de limiter l'hégémonie du dollar. Pour l'instant, le yuan n'en est pas là, mais il y a quand même une évolution sur son rôle international. Et donc, entre les normes et la monnaie internationale, c'est un énorme pouvoir qui aujourd'hui appartient aux États-Unis. Ils utilisent l'extraterritorialité pour prendre toutes les mesures qu'ils veulent dans le monde entier. Donc évidemment, la Chine rêve d'en... Ça leur permet d'avoir le déficit bien sûr, qu'ils ont actuellement. Bien sûr, absolument. On ne peut pas avoir sinon. Ouais. Absolument. Financé par qui ? Micro. Et ce déficit américain, une bonne partie est financée par les achats de bons du Trésor de la Chine. Moins qu'avant, mais enfin, il y en a encore. Il y en a un paquet. Il y en a quand même. Il y en a quand même un paquet. Jean-François Dufour, vous étiez un peu dubitatif tout à l'heure quand j'ai dit que la Chine était le seul grand pays en croissance aujourd'hui. En tout cas, quand on interroge les gens de LVMH, ils disent qu'ils n'ont jamais vendu autant de sacs à main. Quand on interroge les fabricants de voitures, ils disent que le marché de l'automobile en Chine est en plein boom. Vous êtes un peu plus dubitatif ? C'est l'éternel problème des statistiques chinoises qui indiquent une tendance plus qu'une réalité. Après, moi, je ne vous parle pas de statistiques. Là. Oui, non, mais après, sac à main. Si vous voulez, justement, venons-en au sac à main, sans citer une marque particulière, mais aux produits de luxe, c'est une partie de la Chine. Et ce n'est pas le problème potentiel pour les autorités chinoises. Le problème, c'est les gens qui n'achèteront jamais des sacs comme ça, et dont une partie, eux, se retrouvent en grave difficulté, d'où le plan que Marie-Françoise évoquait de soutien des entreprises, qui ne sont pas des entreprises très glamour. Vous avez aujourd'hui des entreprises minières dans le charbon, des entreprises sidérurgiques, qui sont susceptibles de fermer, qui ne fermeront pas parce que ça, c'est la force du modèle chinois, et c'est pour ça qu'ils ne voudront jamais en changer. Il y a un soutien public pour éviter qu'elles fassent faillite, mais c'est ces gens-là... Des gros licenciements. Je crois que dans le charbon chinois, il y a des
Non, massif. Il y a eu des restructurations, mais ça aurait pu être nettement pire si jamais le système avait été différent. Donc, moi, j'avais vu 100 000 suppressions d'emplois à un moment dans le Nord. Oui, mais il y a récemment fait. Non, c'était pas récent. Il y a eu des phases de restructuration, mais c'était au moment des grandes restructurations. D'accord. Qui était compensé par d'autres secteurs. Oui. Mais cet achat de produits de luxe, c'est beaucoup lié au fait que les Chinois n'ont pas pu voyager. Ce sont les produits qui, avant, ils achetaient à l'étranger, à Paris, etc., et que maintenant, ils achètent en Chine. Mais il y a un problème. Je pense que pour le gouvernement actuel, le problème numéro 1, ou un des principaux problèmes, c'est celui du chômage. Énormément de migrants ont perdu leur emploi avec la crise sanitaire. Les moins qualifiés ont beaucoup perdu d'emploi. Et dans le secteur des services qui tire la croissance chinoise, il y a eu aussi beaucoup de pertes d'emplois dans les restaurants, tous ces secteurs qui, dans le monde entier, ont été touchés. Et donc, je crois que le problème numéro 1 pour le gouvernement chinois aujourd'hui, c'est le problème du chômage dans un pays où il y a très peu d'indemnisation du chômage, où on identifie, on a mal... Protection sociale. Assez peu insuffisamment de protection sociale, de santé, de retraite, etc. Et donc, toute cette partie des plus défavorisés, il y a des centaines de millions de personnes qui vivent avec 125 € par mois. Donc le niveau de vie de la population, d'une partie de la population, est encore assez bas. Et ce que je veux dire, je parle de ça parce que je pense qu'effectivement, il y a une reprise en Chine et il y aura une croissance en Chine, mais en même temps, il y a cette partie de la population qui n'a pas complètement profité de la reprise ou de la croissance économique. Et on sait que, quelle que soit l'évolution du régime, la stabilité sociale, elle repose sur la capacité du gouvernement à améliorer la qualité de vie des gens. Et donc, si on a un accroissement du chômage, si on a des problèmes sociaux qui sont, comme c'est souvent le cas, localisés dans certaines régions, même avec un régime autoritaire, ça deviendra difficile. Les gens échangent énormément sur les réseaux sociaux. Il y a sous Mao, ou même il y a 20 ou 30 ans, on pouvait cacher beaucoup de choses. Maintenant, les réseaux sociaux font que c'est beaucoup plus difficile. Et dans les grandes villes, les gens accèdent aux réseaux sociaux étrangers, beaucoup plus qu'avant. Il y a toujours des moyens de voilà, alors c'est une minorité de personnes, mais il y a une minorité qui accède aux réseaux sociaux étrangers. Et en tout cas, dans la Chine même, je trouve qu'on trouve des gens, les chauffeurs de taxi, etc., ou des gens qui se plaignent d'un certain nombre de choses. Alors, ils sont très nationalistes, le gouvernement fera ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de conflits sociaux jusqu'à un certain stade. Et donc, je crois que la politique qui a été mise en place a montré quand même le souci que le gouvernement avait de la question du chômage, par exemple, et qu'aujourd'hui, c'est un point crucial et qu'il ne faut pas que la reprise cache les difficultés qu'a la Chine aujourd'hui. Mais pour rester sur cette idée de reprise plus ou moins forte, est-ce qu'on peut dire quand même que la crise sanitaire actuelle, elle risque peut-être d'accroître le différentiel de croissance entre la Chine et les pays occidentaux? Alors, à plus long terme, c'est difficile à dire parce que la croissance chinoise, ces derniers temps, elle a été beaucoup soutenue par les services et par l'explosion des ventes en ligne. Oui. Il y a eu une explosion du commerce en ligne qui est beaucoup plus faible dans les autres pays. Et les paiements par QR code, les commerces en ligne, etc., se sont énormément développés en Chine, alors que ça ne représente pas grand-chose aux États-Unis, par exemple. Donc ça soutient beaucoup la croissance économique. À long terme, est-ce que le différentiel se maintiendra? C'est assez difficile à dire. Alors, Jean-François Dufour, il y a une technologie, parce qu'on est quand même censé parler de la technologie, d'entrer un peu dans le dur. Alors, il y a un domaine sur lequel la Chine mise énormément, où elle veut être clairement le leader mondial, c'est l'intelligence artificielle. Alors, dites-nous un peu où est-ce qu'elle en est aujourd'hui et est-ce qu'elle est effectivement en avance dans ce domaine comme elle peut l'être sur la 5G? Alors, je vais vous dire que c'est difficile à savoir parce qu'il faut déjà complètement maîtriser cette technologie, ce qui est loin d'être mon cas, je vais être honnête avec vous. Après, plus sérieusement, sur ce que l'on peut voir, non, je ne pense pas qu'on puisse parler de leadership aujourd'hui. Je pense que ça reste essentiellement américain. Par contre, on a des entreprises qui sont effectivement très avancées sur ces applications. C'est évident, si vous voulez, ce qui est très intéressant, là on en revient aux spécificités du modèle chinois, c'est que ce sont des entreprises au statut très particulier. C'est des entreprises comme Alibaba, comme Baidu. Alors je vais vous parler pourquoi
pourquoi après du statut particulier, qui sont des initiatives privées au départ, mais qui sont associées par l'intermédiaire des autorités aux grands programmes nationaux. C'est-à-dire que Peidou, Alibaba aujourd'hui se diversifie beaucoup dans tout ce qui est automatisation pour les véhicules autonomes par exemple. Et ça, c'est des choses, c'est une mise en contact avec les grands groupes nationaux. Et quand je parle du fait qu'on reste sur des groupes au statut très particulier, je pense que vous avez un exemple qui rejoint le sujet de départ de notre discussion, le conflit avec les États-Unis qui est très intéressant, c'est Jack Ma. Bon, qui n'est plus président d'Alibaba, qui a pris sa retraite, mais qui est quand même le fondateur. Et vous avez eu, à mon sens, en termes de communication internationale, quelque chose de phénoménal en 2018. C'est qu'en 2018, l'air de rien, la presse chinoise a révélé que Jack Ma était membre du Parti communiste chinois. Ce qui n'est absolument pas une surprise pour les gens qui suivent la Chine, c'était à peu près une évidence. Par contre, ce qui était formidable, c'est que ça a été révélé par la presse officielle quelques mois après que Jack Ma ait été reçu par un certain Donald Trump à la Maison-Blanche, comme exemple du good Chinese, si vous voulez. C'est-à-dire ces entrepreneurs dynamiques qui sont séparés du parti, qui n'ont rien à voir avec les vieux classiques, etc. Et 6 mois après, le message de la Chine, c'était « ne comptez pas nous diviser, on est une équipe ». Et donc ça, c'est très intéressant parce que si vous voulez, donc, alors, au niveau de l'avancée technologique de ces entreprises, c'est évident qu'elles sont très avancées. Après, je vous dis très franchement, sur l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est difficile de savoir qui est à la pointe en termes vraiment de recherche fondamentale. Par contre, en termes d'application, elles sont très avancées, même si là aussi, il faut prendre les choses avec des pincettes. Puisqu'on a vu que dans des domaines comme la reconnaissance faciale, par exemple, ils étaient extrêmement en pointe, notamment parce qu'il y a moins de problèmes de régulation éthique et autres. Mais enfin, ce sont des secteurs sur lesquels on voit bien qu'ils sont à l'offensive, un peu comme dans les biotechnologies également. Il y a de gros efforts, mais si vous voulez, c'est par exemple, je pense aux véhicules autonomes, vous voyez des programmes qui apparaissent, qui vous sont annoncés comme étant prêts à l'emploi et qui 2 ans après reviennent et on vous explique qu'il y avait un petit problème à corriger. Donc, il faut aussi faire un petit peu la part de la propagande, mais il est évident que c'est un des secteurs sur lesquels effectivement il y a de gros efforts de déployer par cette Chine très particulière qui fait appel aux différents leviers, aux différents types d'entreprises. Parce que tout à l'heure, je parlais des QR codes. La Chine va devenir sans doute le premier pays sans monnaie matérielle. Maintenant, il y a beaucoup d'endroits où vous ne pouvez pas payer autrement qu'avec un QR code. Mais ce n'est pas elle qui les a inventés. C'est elle qui les utilise le plus dans le monde, mais ce n'est pas elle qui les a inventés. Et sur la reconnaissance faciale, elle l'utilise effectivement pour des raisons de contrôle. Alors, j'ai lu que la ville qui avait le plus de reconnaissance faciale était Londres. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est vrai que la Chine l'a beaucoup développé parce que la Chine, c'est le pays du contrôle et de la dénonciation. Et qu'on peut voir des panneaux dans la rue en disant « Monsieur Untel doit de l'argent à la banque ». Ce qui n'est pas envisageable dans d'autres pays. Mais donc, comme ça vient d'être dit, il y a une interdépendance qui est parfois difficile à connaître parce que, bon, par exemple, on a beaucoup parlé des avions construits par la Chine, c'est essentiellement de la technologie étrangère, c'est les moteurs Safran, etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une technologie chinoise. Très vite à transférer les technologies. Si on en juge par ils ont beaucoup. TGV, alors voilà, aller assez vite pour déposséder. Ils ont beaucoup transféré. Les Japonais. Voilà, je crois qu'il y a eu 2 phases parce qu'ils ont beaucoup transféré de technologies et appliqué ces technologies. Et les trains en Chine sont vraiment très très bien développés. Et puis que maintenant, pour avoir de l'avance, ils se tournent vers des technologies émergentes sur lesquelles les Occidentaux sont moins présents. Mais quand on fait de la recherche-développement, même si on met beaucoup d'argent, il y a quand même un peu de délai pour arriver à trouver quelque chose. Mais il y a 2 ans, excusez-moi, je vais vous donner un exemple personnel, mais il y a 2 ans, on abordait ce sujet dans une conférence à Shenzhen avec mes collègues chinois, et eux pensaient que la pression qui était mise sur la Chine, par les Américains notamment, parce qu'elle était là déjà il y a 2 ans, faisait que la Chine allait être incitée à accélérer ses investissements en recherche-développement pour ne plus être embêtée par tout ça et avoir certains secteurs sur lesquels elle avait une autonomie. Alors, je voudrais qu'on finisse cette session avec 2 questions un peu fondamentales dont on a déjà un petit peu parlé, mais c'est est-ce que, alors évidemment vous n'êtes pas des spécialistes de la géopolitique, mais votre sentiment c'est, vous avez fait de l'histoire, est-ce qu'on peut basculer de la guerre économique ouverte à donc la
forme de guerre froide, hein, avec une espèce de mur symbolique qui est en train de se monter en matière de commerce, à une guerre plus chaude. Hein. Donc est-ce que ça, c'est un risque ? Et puis la deuxième question, on fera peut-être un deuxième tour de table, c'est quid de l'Europe, hein, on en a parlé tout à l'heure, mais comment l'Europe peut se positionner dans cet univers qui est en train d'être complètement bouleversé. Michel Fouquin. Question redoutable. La guerre froide à la guerre chaude. La guerre froide. Bon, si on pense qu'on a affaire à des hommes raisonnables, on se dit c'est peu probable. Lorsqu'on regarde ce que nous avons vécu, nous, avec les 2 guerres mondiales, on savait très bien, et là je ne veux pas faire un procès rétrospectif pour la Première Guerre mondiale, que l'Allemagne voulait cette Première Guerre mondiale et que la France ne la refusait pas. Seconde Guerre mondiale, on savait qu'Hitler voulait envahir l'Europe. Donc là, il y avait véritablement quelqu'un ou un pouvoir politique qui était décidé à y aller. Ouais. Il y avait aucun doute. Aucun doute. Même si intelligemment, ils savaient masquer de temps en temps leurs objectifs, etc. Toujours est-il qu'il y avait la certitude qu'on allait y aller. Mais que ça ne durerait pas. Bon, le problème, c'est que quand on commence une guerre, on ne sait jamais comment elle se termine. Bon, c'est un autre problème. Donc là, on est affaire à 2 gens. Je ne crois pas que du côté de Xi Jinping et du Parti communiste chinois, il y ait une quelconque... Je vais peut-être trop loin, mais vraiment, ils n'ont pas dans cette perspective-là de s'engager dans une confrontation chaude, même, surtout si on arrive à neutraliser le cas de Taïwan. Hein. Et en fait, le point le plus chaud, c'est Taïwan. On oublie que la Corée du Nord est pas mal chaud aussi, mais enfin, on a bien vu que Trump était capable d'oublier la Corée du Nord. Bon, Taïwan est vraiment un gros problème, c'est très chaud, mais je pense que du côté américain comme du côté chinois, on ne peut pas aller jusque-là. Donc, on n'est pas... C'est contradictoire avec ce que j'ai dit plus tôt, hein, en disant qu'il faut se préparer au cas où ça arriverait. Mais on ne peut pas dire que ce soit nul, que le risque d'une guerre chaude... Alors, en plus, il y a les frictions avec l'Inde. On se demande pourquoi, hein, sur le haut de l'Himalaya, on se dit vraiment, en pleine montagne. En pleine montagne, il y a tous les incidents en mer de Chine. Alors là, on a déjà vu, par exemple, que les Coréens du Sud ont réagi Samsung. Samsung, qui faisait fabriquer, je pense, l'essentiel de ses smartphones en Chine, il a délocalisé au Vietnam, la quasi-totalité. Les Japonais, depuis une dizaine d'années, ont une stratégie d'investissement international, c'est éviter la Chine. Même les Taïwanais, on voit bien que Foxconn, par exemple, les Taïwanais, oui, sauf qu'ils sont autrement coincés que... Ils sont plus coincés. Ouais. En plus, il y a un autre problème dont on n'a pas parlé. On a évoqué un peu les problèmes de monnaie internationale. Marie-Françoise en a parlé à juste titre. Il y a aussi le problème des finances. Hein. On a un peu parlé des bons du Trésor américains détenus par la Chine. Là aussi, on n'imagine pas que ça puisse... être gelé, hein, en cas de conflit majeur, immédiatement on gèle les avoirs chinois aux États-Unis. C'est évident. Ouais. Françoise. Oui, je crois que quand on parle de guerre froide et qu'on pense à cette période de guerre diplomatique entre les États-Unis et l'URSS, il y avait 2 blocs. Donc tous les pays adhéraient soit à un bloc, soit à un autre, pratiquement. Il y avait très peu de non-alignés, comme on les appelait au départ. Là, c'est complètement différent. Je crois que c'est Kissinger qui disait il faut mieux s'entendre avec Pékin et avec Moscou qu'ils ne s'entendent entre eux, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais on ne voit pas un bloc vraiment de pays derrière la Chine et un bloc derrière les États-Unis. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, il ne faut pas oublier que l'armée américaine est infiniment plus puissante que l'armée chinoise. Les soviétiques avaient investi dans l'armement, ce qui leur a peut-être coûté leur économie d'ailleurs, mais ils avaient un niveau d'armement qui était un niveau relativement élevé, alors que la Chine, qui va investir beaucoup sans doute, mais pour l'instant est extrêmement loin des États-Unis. Beaucoup d'argent quand même. Oui, mais l'armée chinoise... Des bateaux à tir-larigot. Oui, mais l'armée chinoise est incomparablement plus faible que l'armée américaine. Donc je pense qu'il n'est pas envisageable vraiment qu'il y ait un sérieux conflit entre 2 armées qui ont un tel écart dans leur niveau de développement.
Ça me semble vraiment difficile. Et je pense que effectivement, il y a la question de Taïwan, parce que l'idée qu'il n'y ait qu'une Chine pour Xi Jinping, c'est vraiment important. Et on a vu comment ça s'est passé à Hong Kong aussi rapidement, etc. Ben oui. Mais Taïwan, c'est un autre morceau. C'est beaucoup plus difficile. Et je suis pas sûre que, enfin, de toute façon, américain, quoi. Oui, militairement, la Chine ne peut pas résister aux États-Unis. D'accord. François Dufour. Oui, non, rapidement, moi, je partage l'idée que, à mon sens, il n'y a aucune volonté belliqueuse du côté chinois, parce que ce serait à l'inverse total de leurs intérêts, notamment pour ces questions de développement. Ils seraient laminés dans une confrontation militaire. C'est pas du tout leur intérêt par rapport à leurs objectifs stratégiques économiques. Reste effectivement cette question fondamentale de Taïwan, qui peut provoquer un accident, en sachant que ce serait vraiment en extrême limite, dans la mesure où la particularité de Taïwan, c'est que depuis 70 ans, c'est le joker, en fait, des autorités chinoises. C'est-à-dire que si vraiment la situation se dégradait énormément au niveau social, on pourrait se tourner vers Taïwan pour mobiliser la population. Oui. Donc ce sera vraiment utilisé quand vraiment extrême dernière limite, mais un accident est toujours possible. Mais la configuration rationnelle qu'évoquait Michel fait que logiquement, non. Ben écoutez, on va se quitter donc sur cette légère note d'espoir, nous allons dire, c'est-à-dire qu'on ne passera peut-être pas de la guerre froide à la guerre chaude, ce qui est déjà ça, et puis en espérant quand même que l'économie mondiale arrivera à trouver le bon équilibre entre l'aigle et le dragon, et que l'Europe saura justement en tirer parti. Merci à vous, et donc nous rendons l'antenne, comme on dit. Merci. Merci.